Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la... Avant de te laisser continuer pour le prochain épisode de Slow is Good, je voulais te partager une invitation pour Blossoming. Alors les événements Blossoming, c'est des événements de rassemblement en personne et également à distance, donc en ligne. Ce sont des événements hybrides parce que c'est la saison four et aussi parce que ce sont des événements pour rassembler les entrepreneurs, des entrepreneurs du slow, des entrepreneurs conscients, des entrepreneurs d'impact qui souhaitent faire les choses un petit peu différemment et avoir aussi des résultats à travers l'apprentissage, l'entraide, la célébration, la demande d'aide également. Alors si cela t'appelle, si tu cherches des solutions d'impact pour ton business e-commerce en particulier, eh bien joins-toi à nous le 25 novembre prochain avec toute l'équipe de Blossoming. On t'accueille, on te célèbre. Si tu as besoin d'aide, tu n'auras qu'à demander. On est là pour ça entre entrepreneurs. Donc si tu cherches plus d'informations pour pouvoir t'inscrire et participer, tu peux trouver les détails d'informations à geraldinejp.com. Et je te souhaite un bon épisode. Hello et bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good. Bonjour Anedma. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Anedma est une multi-entrepreneur dans différents domaines, mais je pense que quoi de mieux que elle-même pour se présenter et nous partager un petit peu qui elle est, d'où elle vient et surtout ce qu'elle fait. Bonjour Anedma. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment apprécié. Donc, si on entre dans le vif du sujet, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, comme tu l'as dit, mon nom est Anedma et je travaille comme avocate fiscaliste. J'ai démarré mon cabinet en 2015, donc j'ai ma propre pratique. À la base, c'était vraiment l'idée de lancer un cabinet de services juridiques pour entrepreneurs. Donc, c'est ce qu'on fait. On accompagne autant les entrepreneurs qui sont en démarrage que les entrepreneurs qui sont en activité depuis un certain moment et qui ont besoin de se structurer pour croître, pour vendre, pour acheter, ainsi de suite, ou investir. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2015. Donc, à l'heure où on enregistre l'épisode, j'approche bientôt les 8 ans de célébration. Ouais. Et parallèlement à ça, au sein de l'entreprise, je dirais parallèlement, on a aussi lancé une école de formation pour venir compléter les services juridiques. Donc, je trouvais que ce serait bien de bonifier l'expérience pour l'entrepreneur qui vient nous voir pour créer sa boîte. Il ne sait pas non plus comment la gérer ensuite, donc ça peut venir ajouter des bâtons dans les roues, surtout sur une route qui est déjà assez parsemée d'embûches lorsqu'on se lance en affaires. Donc maintenant, depuis bientôt 2 ans, on a aussi Code Entrepreneur qui est le volet formation qui vient bien compléter l'aspect prestation de service. Donc je te dirais que c'est ça qui m'occupe ces derniers temps. Alors, je sais qu'il y a peut-être encore quelques petits volets qui t'occupent, mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut définir ensemble qu'est-ce que fait une avocate fiscaliste exactement? Définitivement. C'est vrai que ça peut paraître, c'est pas tout le monde qui peut savoir alors que moi je baigne dans le milieu depuis si longtemps, donc je prends pour acquis. Mais effectivement, donc avocate fiscaliste, je vais dire de ma perspective parce qu'après il y a tellement de façons de le pratiquer. Mais dans mon cas, c'est vraiment du droit des affaires et j'ai aussi ma maîtrise en fiscalité, donc j'apporte ce volet impact fiscal ou comment diminuer l'impact fiscal dans nos décisions d'affaires. Donc si un client vient me voir et il a son entreprise qu'il veut créer, donc au stade même du démarrage, donc au tout début, même lorsqu'on est au stade de l'idéation ou qu'on a un side hustle, on a déjà des questions fiscales qui se présentent, dans le sens que c'est quoi la forme juridique qui est plus appropriée, sachant que j'ai peut-être une autre forme de revenu, donc comment est-ce que je vais venir, ça va m'impacter au niveau de mes revenus, de l'impôt à payer. Après ça, je vais devoir prendre en considération également une fois que je m'incorpore. Donc, est-ce que c'est vraiment bénéfique comme décision? Quel est l'impôt que je vais devoir payer, etc. Donc, le but, c'est toujours de
de garder cet élément en tête lorsqu'on prend ses décisions d'affaires et ça nous suit au fur et à mesure. Donc après, quand l'entreprise est en pleine croissance, ben est-ce que je peux venir optimiser ma fiscalité? Est-ce que je peux venir investir, peut-être diversifier mes revenus, investir en IMO, ben investir en immobilier avec une compagnie, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'impact quand je veux acheter ou je veux vendre? Bref, tout au long du parcours, on vient vraiment voir comment atténuer la fiscalité pour l'individu et pour sa société. Mhm. Alors c'est super intéressant parce que souvent ce qui se passe, et puis je pense que tu corroboreras ce que je vais dire, mais quand on commence en entrepreneuriat, on a tendance à juste penser, OK, la mission c'est l'opérationnel, c'est-à-dire il faut que je fasse les choses, il faut que je serve mon client, mais on pense pas nécessairement à tout le collatéral qui peut justement impacter comme l'aspect légal, avoir des contrats structurés, que ce soit pour les clients, que ce soit pour les partenaires, et même d'un point de vue fiscal, justement, à quel moment il faut rester enregistré ou à quel moment il faut s'incorporer. Pour ceux qui nous écoutent de France, ça veut dire littéralement à quel moment on passe dans un autre statut en fait légal dans notre structure. Maintenant, comment est-ce que justement tu as choisi ce parcours? Parce que donc on parle de ce que tu fais aujourd'hui, mais tu es quand même relativement jeune, dis-moi, je crois. Donc, ce qui veut dire que tu as commencé très tôt, en fait. Oui, effectivement. Je te dirais que j'ai été fortement influencée par des parents immigrants. Donc, eux avaient déjà le roadmap pour ce qu'ils avaient pour moi. Donc, comme je pense que tout immigrant qui nous écoute peut voir un peu où je veux en venir, mais pour eux, il fallait forcément qu'il y ait certains choix de carrière qui allaient plus de soi que d'autres dans leur cas. Donc, ils m'ont influencée en me disant, écoute, le droit, ça mène à tout. Donc, si tu veux pas faire ça, ben, il y a aussi la santé ou autre, mais disons que j'avais un spectre d'options qui était assez limité. Ouais. Donc, j'ai opté pour le droit parce qu'effectivement, de toute façon, ça mène à tout. Donc, tu peux pas vraiment te tromper en faisant ton bac en droit. Donc, ce que j'ai fait, et pendant mon parcours universitaire, après, j'ai quand même pris le temps de voir qu'est-ce qui me plaît ou me plaît pas dans cette industrie. Donc, exemple, c'est un choix conséquent que je fais que je veux pas faire, exemple, du droit de la famille ou autre. J'avais vraiment un intérêt pour le droit des affaires, l'entrepreneuriat, les entreprises. Donc, ça allait mieux de soi pour moi. Puis ensuite, j'ai ajouté le volet fiscal aussi parce que je voulais me démarquer dans un marché qui est assez quand même concurrentiel. Ouais. On a, surtout ici au Québec, du moins, je pense même en France, il y a quand même beaucoup d'avocats. Donc, je me disais, comment est-ce que je peux faire pour me distinguer de la masse? Et pour moi, d'ajouter le volet fiscal, c'est un élément parce que c'est un autre, c'est une maîtrise. Donc, après, c'est pas tout le monde qui va continuer, qui va vouloir se spécialiser là-dedans. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ça qui m'a mené à ça. Mais, par contre, comme tu l'as mentionné, je suis relativement jeune. J'ai 32 ans aujourd'hui. Quand je me suis lancée, c'était vraiment après avoir complété le parcours pour accéder à la profession. Donc, l'influence de mes parents, c'était sur le choix, mais par rapport à la façon dont j'allais le pratiquer, ça a vraiment été quelque chose qui est venu de moi. Donc, en complétant mes études, j'ai réalisé en fait c'était quoi mes valeurs personnelles. Donc, qu'est-ce que je voulais retrouver dans mon quotidien, dans ma carrière. Et ça se traduisait entre autres par la liberté. Et pour moi, c'est important d'être capable d'avoir cette valeur qui était au cœur même de ce que j'allais faire comme activité dans ma profession. Et la seule façon que j'ai trouvé vraiment de pouvoir le vivre de cette manière, c'était à travers l'entrepreneuriat, donc de vraiment démarrer ma pratique. Et après, c'était de le pratiquer, mais avec un type de clientèle ou un type de droit qui me permettrait d'être libre autant géographiquement que de choisir d'être chez moi, mais de ne pas rencontrer forcément des clients. Donc, c'était avant la pandémie que j'étais aussi dans cet état d'esprit. Puis aussi, c'est ça. Donc, ce que je fais aujourd'hui, d'aider les entrepreneurs de cette manière et d'ajouter le volet aussi avec la formation et autres, ça, ce sont des choses qui m'animent parce que j'aime beaucoup l'enseignement, mais pas de devenir enseignante, mais peut-être de voir comment est-ce que je peux intégrer ça dans mon quotidien. Donc, voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est comme tu l'as dit, tu as commencé très tôt, mais qui est la femme justement derrière toute cette créativité d'entreprise? Parce que souvent, justement, en étant femme, dans des milieux qui sont plutôt à dominante masculine, c'est pas toujours évident. Alors, comment justement tu as su trouver cette motivation et je dirais cette foi aussi, quelque part,
de pouvoir persévérer dans des milieux qui sont quand même assez compétitifs, comme tu l'as souligné? Je te dirais que, je pense que maintenant, au terme de ratio homme-femme, on est peut-être plus de femmes quasiment ou kiff-kiff, je pense, du moins de ce que je vois au niveau du bac, ce qui se traduit après sur le marché du travail. Mais comment j'ai trouvé la motivation? Je te dirais que c'est vraiment c'est une motivation intrinsèque par rapport à ce que je voulais pour moi. C'est parti à la base, après avoir complété mes études, j'ai été en Asie pour la première fois. Je fais comme un voyage Bali, Singapour et autres. Et là, à ce moment-là, j'ai réalisé que la vie, c'était pas que le travail. À l'époque, je travaillais même pas encore parce que je venais de terminer mes études. C'était mon voyage de fin d'études, de célébration du barreau, etc. Mais je me suis dit, c'est pas possible que comme les gens ne puissent profiter que de ce genre d'expérience que comme 2 semaines par année. Je peux pas croire que je peux explorer ça ici, puis je reviendrai peut-être seulement dans X nombre d'années, tu vois. Donc ça, c'est ce qui m'a animée d'abord, parce que je me disais, il doit bien avoir une façon de m'épanouir comme individu qui adore voyager, qui aime expérimenter, goûter, voir autre chose. Je pense bien que je peux demeurer cette personne tout en étant dans un milieu qui est plus conservateur. Donc, c'est ça qui a été ma source de motivation parce que je me disais, il faut que ce soit possible quand même. Puis après, c'est là que j'ai fait des recherches sur est-ce qu'on peut pratiquer virtuellement, comment ça fonctionne, pour vraiment imprégner ma pratique de ce qui me motivait personnellement. Puis après, en termes de milieu qui est compétitif ou autre, je te dirais que ça m'a pas vraiment inquiété. Au début, ça m'a inquiété, mais j'ai choisi d'ajouter la fiscalité. Mais après, une fois sur le terrain, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est dans une belle ère avec Internet et les réseaux sociaux dans un milieu qui est conservateur. Donc, ce qui fait en sorte que tu peux te démarquer parce que les gens n'utilisent pas Internet. Et après, étant une femme noire, tu te démarques encore plus parce que finalement, déjà qu'on est une minorité, il n'y en a pas tant qui sont en ligne, encore moins, puisque déjà dans le milieu, il n'y en avait pas. Fait que là, imagine une femme noire, il n'y en a pas. Donc, finalement, je me suis dit, c'est plutôt une opportunité pour sortir du lot et capitaliser sur ma différence. Et c'est important que tu le soulignes aussi parce que d'un point de vue stratégique, comment est-ce que ta stratégie, elle a évolué justement pour passer de Hamléa et ensuite Code Entrepreneur et pour justement te faire connaître et impacter autant de vies que tu impactes aujourd'hui? Donc, au tout début, ça vaut la peine que je mentionne quand même que je suis une personne qui est introvertie. Donc, aujourd'hui, on me voit faire des capsules et tout, mais ça ne veut pas dire que ça m'est venu comme étant naturel. C'est juste le mode d'expression qui me convient le mieux. Donc, ce que je vais quand même mettre juste en perspective parce que ça a l'air facile aujourd'hui, mais ça l'était pas du tout pour moi. Quand est venu fin 2015, puis que je me suis dit, OK, pour vivre la vie que je veux vivre, il faudrait que je me lance à mon compte parce que je pourrais moduler vraiment ma pratique en fonction de ce que je veux vivre aussi en tant que personne. Sauf que c'est là que j'ai réalisé que j'étais chez moi, j'habitais chez mes parents à l'époque et que je connaissais personne et que si je voulais me faire connaître, il faudrait forcément que j'aille vers les gens, que je trouve une manière de me faire connaître en fait, tu vois. Ce qui nécessitait que j'aille faire des événements de réseautage. À l'époque, il n'y avait pas, exemple, les vidéos sur LinkedIn. YouTube, ça date de longtemps, mais c'était pas ça le réflexe à la base. C'était vraiment les réseaux sociaux plus comme Facebook et Instagram, LinkedIn. Mais il n'y avait pas de gens, exemple, qui mettaient des vidéos sur LinkedIn. C'est venu après. À la base, à l'époque, c'était plutôt le fait de déjà devoir aller à des événements de réseautage. Pour moi, ça me semblait comme impossible parce que j'aime pas faire du small talk, puis aller quelque part, puis là, il y a du bruit, puis là, tu essaies d'entamer une conversation, t'es interrompu 15 fois, tu prends une carte d'affaires, mais comme c'est vraiment, pour moi, c'est trop à haut niveau. C'est pas quelque chose qui me permet de connecter réellement. Donc là, à l'époque, j'étais déjà avec mon conjoint, maintenant époux, mais à l'époque, j'étais en couple. Puis, il m'a dit, mais tu sais, il va falloir que tu ailles serrer des mains puis que tu sortes dehors. Donc, moi, ça me paraissait terrifiant au point que je me suis retrouvée sur un site de recherche d'emploi. J'étais comme, oublie ça. C'est pas possible que j'aille voir les étrangers. Donc, au début, pour répondre à ta question, ça a commencé par contacter les gens individuellement sur LinkedIn pour proposer d'aller prendre un café pour comprendre ce qu'ils font. Des gens qui sont complémentaires à mon activité, comptable, planificateur financier, etc., qui travaillent avec des entrepreneurs finalement.
Mhm. Donc, au début, c'était plus du relationnel comme ça. Après, à l'époque, les gens lisaient. Donc, j'écrivais après des articles sur LinkedIn. Après ça, je me Ouais. suis proposée pour être contributrice sur des blogs, dont le Huffington Post. Après, je republiais mes articles ailleurs. Après, j'ai créé mon blog Réduire ses impôts qui existe encore aujourd'hui. Ouais. Donc, ça, c'était une façon pour moi de me faire connaître à ce moment. Mhm. Après, on réalise 2018-2019 que là, les gens sont plus en mode lecture, c'est maintenant les vidéos, entre autres les vidéos sur LinkedIn. Donc Ouais. là, j'ai évolué en allant vers l'option vidéo. Et c'est là que je te dirais qu'il y a vraiment eu cette traction parce que avec la vidéo, les gens te voient, mettent un nom sur le visage Mhm. et connectent avec toi. Donc après ça, je les mettais sur YouTube. Finalement, les gens s'alimentent pendant que toi, tu fais autre chose. Et ça a permis de gagner un momentum, je te dirais, qui n'était pas là avant. Mhm. Et de fil en aiguille, ben après ça, ça m'a permis de faire des webinaires. J'ai ajouté le volet webinaire pour organiser des ateliers en ligne, pour réaliser que les gens aimaient s'informer, mieux Ouais. comprendre. Et de là, ça a découlé vers pourquoi pas ajouter un volet formation en Ouais. créant vraiment Code entrepreneur qui serait des formations encore plus poussées parce que clairement, j'ai les capacités pour vulgariser l'information. Donc, pourquoi Ouais. pas le faire dans ce format? Mhm. Alors, c'est vraiment intéressant parce que ta stratégie finalement marketing, elle a été quand même très organique. Est-ce que c'est quelque chose que tu poursuis aujourd'hui justement d'axer davantage sur l'organique ou est-ce que maintenant, en plus de l'organique, tu bifurques aussi vers une stratégie qui est plus payante, ce qu'on appelle du marketing en fait publicitaire et des choses comme ça? Oui, 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 oui. Pas grâce à moi. J'ai mon conjoint qui, heureusement, est dans le domaine. Donc, on fait effectivement de la publicité payante aussi. Mais ça a commencé, je te dirais, je pense, 2021, fin 2021. Avant Mhm. ça, non. Mhm. Fait que non, excuse-moi. Début 2021, on a réalisé que ce serait intéressant de faire aussi de la pub. Donc, Mhm. c'est là qu'on a commencé avec de la pub sur Facebook et Instagram. J'avais préparé une formation gratuite en ligne comme lead magnet. Donc, Mhm. la pub, c'était pour ça. Puis, il y avait une séquence courriel où est-ce que je partageais des astuces. Ouais. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait depuis 2021. Après, on a testé d'autres choses comme du Google Ads pour ensuite arrêter, etc. Mais oui, c'est une combinaison des deux. Mhm. Et qu'est-ce qui était, si on peut en parler aujourd'hui, d'un point de vue en fait croissance finalement, le plus payant entre guillemets? Je dirais que c'est définitivement l'organique quand même, parce que Mhm. la particularité, c'est que, et entre autres les vidéos pour moi, parce que les vidéos vivent sur Internet, donc ça devient comme pas evergreen, mais ça aide même pour le SEO, dans le sens que finalement, il y a des gens qui font des recherches sur Google, la vidéo de YouTube pop-up. Donc, je dirais que pour moi, l'organique à travers les vidéos, ça a été l'élément que je pourrais pas arrêter. C'est pour moi, ça change vraiment quelque chose parce que d'autant plus que je ne rencontre pas mes clients, ça leur permet vraiment de connecter avec moi, de Ouais. s'informer, de comprendre leurs besoins. Puis quand ils viennent, ben, ils savent pas mal ce dont ils ont besoin. Mhm. Puis le deuxième, c'est à travers les webinaires aussi. Parce que Ouais. finalement, les webinaires, ce sont des moments où je suis en direct avec mon audience. On est au moins 70 à 100 personnes et plus quand j'en fais. Donc, c'est une occasion pour eux de me voir en direct et Mhm. aussi de me poser des questions et Mhm. de m'entendre, comme de me voir interagir finalement, puis encore une fois, de venir solidifier cette relation pour que Mhm. lorsque vient le moment de me contacter, ben pour eux, ils ont vraiment l'impression qu'ils me connaissent depuis longtemps après. Mhm. Non, c'est vraiment très très intéressant parce que c'est pas toujours ce qu'on voit justement de cabinet d'avocats, justement cette stratégie full en fait, 360 en termes de stratégie marketing sur de l'organique, sur du payant. Et c'est vraiment très intéressant que justement tu débriefes un petit peu sur comment justement ça a évolué. Maintenant, le web aussi a beaucoup évolué aussi depuis ces quelques dernières années. Quelles sont les choses qui ont été le plus impactantes dans ta stratégie? Donc tu mentionnais que l'organique pour toi, c'est vraiment primordial, finalement, voire un essentiel. Mais est-ce que tu vois aussi qu'au niveau de l'organique, il y a potentiellement des choses qui ont changé? Ben, je te dirais que de ma perspective d'avocate qui n'est pas une marketeuse, tout ce que je peux dire, c'est qu'avec l'organique, potentiellement que, en raison de l'algorithme qui évolue avec le temps,
Quand, Mm. exemple, LinkedIn lançait l'aspect vidéo, ben, comme il n'y avait pas beaucoup de gens qui en faisaient, ta portée était peut-être plus importante, Ouais, mais qui peut venir fluctuer avec le temps. Quelque ouais, chose que je trouve c'est comme Instagram qui a changé comment est-ce que ouais, l'ordre des choses se présentait. Donc, je dirais que ça, ce sont des fluctuations que j'ai pu remarquer, ouais, mais qui ont renforcé encore plus l'importance d'avoir ton infolettre. Donc, ouais, finalement, on reste encore dans l'organique, mais ça confirme que mon appel à l'action doit changer parce que ça peut plus être genre, va voir ma vidéo sur YouTube. C'est plus, il faut qu'on garde la relation parce que peut-être qu'ils vont plus te montrer mes vidéos dans 2 semaines. Donc, surtout, reste avec moi. J'ai du contenu que je partage exclusivement dans mon infolettre et là, d'amener ouais, les gens à cet endroit. Donc, je ouais, pense que pour répondre à ta question, c'est ce que j'ai remarqué qui était ouais. essentiel et qui ramenait à des choses de base comme l'infolette qui est là depuis je sais pas combien de temps, mais qui a toujours sa pertinence. Hmm. Non, c'est vraiment important que tu le soulignes aussi parce que souvent, ce que je vois aussi, c'est que beaucoup de gens se mettent beaucoup d'énergie, force et motivation sur les réseaux sociaux, mais qui sont tributaires de plateformes qui aussi ont leurs propres décisions aussi. Euh, Tu vois, ça m'amène aussi à cette question de comment est-ce que justement ton métier il va évoluer ou comment est-ce qu'il est en train de se transformer avec l'avenue de l'AI par exemple. Parce qu'on parle de ces plateformes, mais bon, l'AI est là depuis aussi très longtemps. C'est vrai que ça fait la une des médias en ce moment, mais ils sont là depuis quand même la technologie est là depuis un petit moment. Comment est-ce que ça t'impacte? Donc, moi, je trouve positivement en termes d'efficacité. Donc, je trouve que, en fait, j'aime beaucoup, je l'utilise vraiment de façon superficielle, je pense, par rapport au potentiel qu'il a, Ouais. par manque de temps de m'asseoir pour voir, OK, qu'est-ce que je peux faire parce qu'on peut faire tellement de choses. Mais à mon niveau, je trouve que ça commence ça vient faire évoluer notre travail, c'est que ça peut nous rendre, je trouve, plus efficaces. Donc, la façon dont il me propose, exemple, des formulations, c'est beaucoup plus rapide que si moi j'avais à m'asseoir pour penser j'ai mon idée de type de clause, exemple, que je veux mettre et ce Mm. que je veux qu'elle contienne. Mais avec cet outil, je peux simplement dire c'est important qu'elle contienne X, Y, Z, mais la formulation va venir beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un gain de temps aussi pour le client parce que ça me Mm. permet d'être plus efficace. Mhm. Après, je suis persuadée que ça peut faire autre chose qui pourrait même peut-être remplacer des tâches qu'on fait au quotidien, mais j'ai pas encore vu ça se traduit comment dans les faits. Parce que moi, je Mm. l'ai surtout perçu comme un outil de travail qui peut venir bonifier ce que je propose, mais je Ouais. l'ai pas vu OK, qu'est-ce qu'il peut faire comme pour me remplacer? Un peu comme quand les gens, en début d'année, là, quand ça a fait un boom sur, en tout cas, quand tu es dans une bulle, dans ma bulle, YouTube, mais quand l'année a commencé, nous, tout ce qu'on me projetait sur YouTube, c'était ils vont remplacer les créateurs de contenu ou les copywriters. Ils vont écrire pour le copywriter, plus besoin Mm. d'embaucher un copywriter. Donc ça, c'était comme ce que je voyais beaucoup. Donc, j'ai pas cherché l'équivalent de est-ce qu'il peut remplacer l'avocat parce qu'il va Oui. faire X, Y, Z. Je pense que ça peut outiller davantage les gens dans le sens que parce que dernièrement, il y a une cliente qui avait un budget restreint, puis qui m'a dit, écoute, j'ai un contrat à faire réviser, ça coûterait combien, etc. Je lui ai dit, as-tu pensé d'aller mettre tes clauses que tu as pondues toi-même, d'aller les mettre dans le truc de AI et de leur proposer de les reformuler avec la perspective d'un avocat. Comme ça, quand tu vas venir me voir, on va faire une révision pour voir si ça tient debout. Mais si ça se trouve, tu vas économiser un peu à ce niveau. Donc, je Mm. pense pas que la machine allait me remplacer à 100%, mais ça se peut qu'elle me réduise ma charge de travail parce que la personne me vient avec un truc qui est assez Mm. bien fait versus avant quand quelqu'un te pond quelque chose qui tient pas du tout. Donc, c'est un Ouais. peu comme ça que je le perçois. Non, c'est super intéressant. Et comment justement tu le vis avec tes clients qui ont justement soit, mettons, que tu aies des clients par exemple dans, je sais pas moi, les arts, comment est-ce que justement tu arrives à aborder ce sujet de l'aspect légal pour leur protection versus l'utilisation de l'AI? Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on a vues récemment dans les médias avec beaucoup justement de questionnements, de peur aussi, si on peut dire, par rapport à l'utilisation de ces outils. De façon intéressante, mais pour moi, on m'a pas soulevé le point, je te dirais. Ok. J'ai pas, ou mais aussi parce que j'ai pas forcément une clientèle artistique qui crée, exemple, du contenu ou qui utilise la plateforme pour générer un rendu artistique ou visuel, qui cherche à être protégé ensuite.
Mhm. C'est pas exactement des cas que j'ai eu à voir, donc ça n'a pas été une question qui m'a été soulevée. Mhm. Tu as évoqué quelque chose qui est intéressant, la question du temps. Et parlons-en du temps, parce que tu as quand même beaucoup de volets dans tes activités, code entrepreneur, ta pratique, des Mhm, investissements. mhm. Comment est-ce que justement tu répartis ton temps de manière efficace pour être capable, effectivement, comme tu le soulignais au début de notre conversation, bah, de profiter de la vie, en fait, tout simplement. C'est pas toujours facile, je te dirais. Euh, Parce que, en fait, je pense que ça fonctionne par saison, hein. Ça veut pas être comme si j'ai un planning puis que toute l'année, il y a un équilibre. Je pense que c'est vraiment des saisons. Parce qu'exemple, j'investis aussi en immobilier et Ouais. quand il y a des grosses pierres des pierres, quand il y a des acquisitions ou quand il y a une construction, ben forcément, tu vas avoir moins de temps peut-être pour tes loisirs, puis tu vas te retrouver à passer tes week-ends, à aller sur le chantier, vérifier comment ça se passe, puis comme tu perds ton équilibre, le temps de mettre cette fondation sur place. Ouais. Ce qui fait en sorte que finalement, comment est-ce que je navigue? Je pense que je navigue en acceptant que ce sont des saisons, qu'il y a des moments pour du repos, des moments où est-ce qu'il y en a moins, mais que l'important, c'est de retourner à... Ce Mhm. soit cyclique, en fait. Ça ne peut pas être Mhm. constamment go, go, go. Mhm. C'est aussi d'accepter. Je pense que c'est d'être patient parce que des fois, j'arrive avec, je vais faire une routine, puis je vais avoir du temps pour faire ça le soir, me coucher avant minuit, faire ci. Ouais. Puis c'est de ne pas être trop rigide par rapport aux résultats. De réaliser que ça se peut que présentement, ce soit moins possible, mais de par le passé, je sais que ce sera pas toujours comme ça. Comme une fois mes acquisitions faites, elles me demandent beaucoup moins de temps. Après, on est sur une nouvelle acquisition, j'ai un peu plus de temps, mais ça va redescendre. Mhm. Et qu'après, quand ce sera le temps, par contre, quand j'ai mes vacances, c'est mes vacances. Là, je décroche vraiment. Donc, je te Mhm. dirais que c'est comme ça que je m'y retrouve. Ce que je trouve qui est bien ou les choses que je vais m'assurer de faire, c'est prendre le temps de marcher quand même quand il fait beau. Ouais. Donc, quand même, des micro-pauses, c'est important aussi, des Ouais. siestes. C'est comme ça que je vais intégrer pour tenir sur la longue durée. Ouais. J'aime beaucoup l'idée, le fait que tu parles de ces micro-pauses, justement, pour un peu ponctuer ces périodes de pic qui sont des fois cruciales même dans la vie de slowpreneur comme moi. On a quand même des périodes où on a plus, des périodes où on a moins, des périodes d'équilibre. Maintenant, la vraie question à 1 million, est-ce que pendant tes vacances, tu es vraiment capable de couper complètement? On a tous nos définitions de coupure, hein? Ce que moi, j'appelle couper n'est peut-être pas coupé pour toi ou quelqu'un d'autre. Mhm. Donc, on trouve tous ce qui nous fait du bien. Dans le sens que moi, ça ne me fait pas du bien si on me dit que pendant 2 semaines, je n'ai pas accès à mes courriels, ni Mhm. à mon Slack, ni à mon compte bancaire. C'est pas ce que je recherche. Ça ne me ferait pas du bien. J'ai quand même des employés, j'ai des Oui, clients. Moi, ce qui me fait du bien, c'est de savoir que tout roule. oui. Ce qui veut dire que je vais ouvrir ma boîte courriel, pas tous les jours, c'est vraiment pas nécessaire. J'ai un message d'absence, c'est pour ça, mais sauf qu'il y a rien de pire, selon moi, de revenir 2 semaines plus tard et d'avoir 245 courriels non lus. Je veux dire, c'est Ouais. l'enfer. Comment est-ce que tu te remets de ça? Donc, moi, je cherche pas à m'engloutir de travail en revenant. Donc, ce qui me fait du bien, c'est exemple, là, on est parti en Espagne en août. Ce qui me fait Mhm. du bien, c'est que c'est un voyage de 2 semaines. Quand je pars souvent les vendredis. Je n'ai pas besoin de regarder ma boîte avant, exemple, le mercredi, ce qui fait déjà un bon chunk. Ouais. Donc, le mercredi, mais c'est plutôt pour les marquer comme lus. Comme parce que finalement, les courriels ne sont pas tous des courriels pour moi. Je suis en copie ou quelqu'un va s'en occuper, mais c'est au moins de marquer les trucs comme lus ou écrire dans Slack pour dire, juste m'assurer que ça, c'est comme handled. Puis après, je repars. Comme ça, OK, au moins, il me reste peut-être juste quelques non lus que je dois traiter à mon retour. Puis après, je vais peut-être refaire ça le vendredi ou que le lundi. Ouais. Donc, pour moi, ça me permet après de savoir que c'est bon, il n'y a pas d'urgence. Les gens continuent à faire ce qu'ils ont à faire. On a eu des nouveaux clients parce qu'à la fin de la journée, quand tu as une entreprise, tu veux t'assurer qu'il y a constamment des nouveaux contrats qui sont signés, que ça Ouais. fonctionne bien parce que sinon, c'est mon problème à mon retour. Mhm. Donc, moi, c'est ça mon équilibre. Et à l'occasion, si je suis dans le train, exemple, entre deux villes,
Je vais me connecter, je vais dire à mon équipe, je suis dans le train pour 1 heure. Est-ce que quelqu'un avait besoin de moi pour quelque chose? Les gens vont souvent dire non, ou peux-tu juste me dire tel truc? Puis moi, ça me fait du bien. Après, je referme mon ordi, puis je me dis, ah, ça se passe vraiment bien ces vacances-là, en fait. C'est de vraiment belles vacances en ce moment. Et c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça de décrocher. J'ai besoin, en sachant que ça va bien, ben, je me sens encore mieux. Ouais. Alors, tu vois, c'est important que tu le dises, que tu parles de bien-être, parce que je pense que c'est une vraie question aujourd'hui pour beaucoup de gens dans notre petite bulle d'entrepreneurs, la question justement du bien-être. Tu parlais de prendre des pauses, en fait, tu intègres des petites choses dans ta productivité pour garder un minimum d'équilibre et prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à ces entrepreneurs, en fait, qui des fois donnent tout et plus, et qui sont aussi dans des cadres où on leur demande aussi beaucoup plus pour les aider justement à suivre un flow qui est parfois peut-être plus slow, mais qui est plus adéquat pour garder un équilibre mental, physique et aligné aussi. Oui, je pense que je vois à l'occasion des entrepreneurs qui vont partir en feu, dans le sens que ils veulent tout bien faire tout de suite. Donc, le choix des plateformes, créer du contenu pour chacune de ces plateformes, lancer un podcast, créer des vidéos, faire tout à la fois. Et comme l'entrepreneuriat, il n'y a pas de destination, il faut que tu sois vraiment capable de tenir sur le long terme. Donc, c'est un marathon, c'est pas une course. Donc, ce que je dirais, c'est d'identifier en fait quels sont les essentiels. Un peu comme je te disais, moi, mon essentiel, si je devais tout arrêter, ben mon essentiel serait comme les vidéos, parce que les vidéos, ben c'est de l'organique. Donc, même si j'avais pas de budget, ben je peux encore les faire. Elles vont rester sur Internet pour toujours. Puis, pour moi, ça c'est comme mon essentiel. Mais je pourrais arrêter Instagram si tu me disais qu'il faut que je choisisse. Ben, j'arrête de publier là, je fais comme j'arrête de faire ci. Donc, ce que je dirais à quelqu'un qui démarre, c'est de choisir c'est quoi son essentiel. C'est quoi le truc qui pourrait tenir longtemps. Et s'il n'avait qu'à faire que ça, ben, il pourrait continuer. Mm-hmm. Puis après, de considérer d'ajouter d'autres choses au fur et à mesure. Mais si on essaie de tout faire à la fois, c'est la direction épuisement et découragement aussi, parce que ça prend tellement de temps pour avoir des résultats que si tu donnes ton 150% aux premiers 3 mois, puis là, tu vois que ça génère pas de résultats, ce qui est normal, ben, tu vas être complètement découragé, puis ça va pas te donner envie de tenir sur le long terme. Ouais, non, clairement. En fait, tu mentionnais tout à l'heure ton conjoint qui a rajouté de la publicité à un moment donné. Donc, ça veut dire que tu travailles en couple. Comment est-ce qu'on fait ça, de mettre en place une pratique gagnante pour travailler en couple, et comment ça marche? C'est pas évident, je pense que c'est pas pour tout le monde. Mais moi, c'est quelque chose que je voulais plus jeune. Je pense que quand je manifestais ce serait qui mon homme idéal, je me disais que ce serait bien d'avoir un projet commun. Parce que si tu trouves quelqu'un avec qui vraiment tu veux rester pour le long terme, ben la vie, c'est cool d'avoir des projets à partager en fait, puis de construire quelque chose. Ouais. Donc, ça a bien donné, on s'est bien retrouvés dans ça, parce que finalement, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui avait ses affinités et talents. Ouais. Et ça s'est fait naturellement, donc, de vouloir me conseiller sur voici comment tu peux t'y prendre pour te faire connaître, etc. C'est ça, ce sont ses compétences de base. Donc, c'est venu naturel quand je me suis lancée à l'époque, mais c'était pas officiel avant très longtemps quand même. Ça s'est vraiment officialisé, je te dirais, en 2020 avec la pandémie, parce qu'il s'est retrouvé à être avec moi vraiment au quotidien. Ouais. Et là, ben, à être avec moi au quotidien, j'ai pu le faire intervenir sur des webinaires. C'est là que ça a commencé, en fait. Parce qu'avant, ça reste qu'il a son travail. Donc, la journée, je me débrouille avec ce que je dois faire. Mm-hmm. Donc, c'était des conseils ponctuels qu'il m'apportait le week-end, le soir, ou quand il voyait que je galérais. Et là, après, quand la pandémie est arrivée, on s'est retrouvés à être 24/7 ensemble. Donc, et moi, je travaillais déjà de la maison, mais là, il se retrouve à travailler avec moi, puis à entendre, en fait, c'est quoi les rencontres clients, le contenu que je veux faire. Et ça s'est fait naturellement parce que là, vraiment, non seulement c'était des conseils behind the scenes, mais là, c'est venu parce que je lui ai proposé de formaliser notre partenariat avec une compagnie, etc., pour vraiment dire, ben écoute, je te sollicite tellement, might as well de devenir partenaire.
Ouais. Et là, ben, il s'est impliqué un peu plus. On a commencé à le voir dans mes capsules, dans les webinaires qu'on fait ensemble et tout et tout. Et ben, à prendre ce volet, parce que c'est pour ça, justement, avant, on n'en faisait pas de la pub parce que quand il a commencé à m'aider en 2021, donc là, on était, Mm. tu vois, après la pandémie 2020, on Ouais. s'associe officiellement en 2020. Et là, ben, en 2021, on commence la pub payante qu'il s'occupait de faire. Après ça, ben, on a décidé de contracter auprès d'agences, etc., mais il s'occupe de faire la communication avec eux et Mm. d'ajouter vraiment un volet stratégie parce que mes vidéos avant, c'était basé sur une idée que j'ai dans ma tête, mais c'était pas forcément structuré. Donc là, il apporte cette structure. Mm. Non, c'est vraiment un challenge, je dois dire, de mettre en place tous ces petits morceaux-là. Et surtout de garder cet équilibre de vie de couple, en plus de travailler ensemble. Quel est le conseil, en tout cas sur maintenant 3 ans de collaboration officielle ensemble, que tu partagerais aux entrepreneurs justement qui se lancent en couple? De réaliser qu'il y a un temps pour parler business et un temps pour ne pas en parler. Hmm. C'est tentant d'en parler tout le temps, mais il faut communiquer clairement quand ça t'en a pas envie. Tu sais, si ça t'a pas envie, c'est mieux de le dire upfront. J'en ai pas envie en ce moment d'en parler pour éviter, parce que sinon, ben, en tout cas dans mon cas, j'ai envie d'en parler, puis là, il trouve que j'ai l'air désintéressée. Mais c'est parce qu'il est 22h30. Donc, c'est mieux que tu dises, mon chéri, garde cette idée en tête, note-la quelque part, on prendra un moment approprié pour en parler plus amplement. Hmm. Donc, c'est important de comme le dire quand on n'a pas envie. Et aussi, si tu remarques que nous, on peut être vraiment assez passionné par ce qu'on fait. Donc, des fois, on va Ouais. partir sur des journées consécutives d'en parler et tout. Mais après, je lui disais, tu sais que ce serait important qu'on passe autant de temps à faire du romantisme que à parler business, hein. Donc là, c'est Absolument. bon, si tu m'en parlais 3 soirs de suite, moi, je m'attends à date night vendredi, cinéma samedi, spa dimanche. Comme il faut qu'on trouve l'équilibre. Il faut qu'on soit autant passionné par l'un et l'autre que par notre entreprise. Et des fois, Ouais. faut comme ramener ça parce que tu pars dans une tangente, puis là, c'est comme wow, c'est too much. Puis Mhm. donc, je te dirais, c'est d'être self-aware. Donc, Ouais. d'identifier est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'on a été trop axé sur la business et pas sur nous pour Ouais. reprendre le cap et identifier aussi des moments où on se dit, exemple, passer telle heure, là, c'est fin de journée, c'est du temps pour parler de notre journée, de nous ou de lire un bouquin, faire Ouais. ton truc perso, moi, mon truc perso, puis après ça, on va se coucher. Donc, Ouais. je te dirais que c'est ça le plus important. Écoute, l'entrevue touche à sa fin. Quelle serait... euh, en fait, j'ai encore 2 questions. Quelle serait, petit 1, la leçon la plus importante que tu retiens de ces 8 dernières années? Donc ça, retiens bien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce serait, si tu devais avoir une question pour un autre invité, ce serait quoi? Ah, OK. Donc, la première, par rapport à ce que je retiens, c'est que j'ai pas lu le livre hein, de Simon Sinek, là, The Infinite Game. Je l'ai pas lu pour l'instant. Mhm. Donc, je ne sais pas ce que le livre dit, sauf ce que j'ai vu comme résumé. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'est vrai, par contre, que le, l'entrepreneuriat, finalement, il n'y a pas de destination. Donc, ce que je retiens comme leçon, c'est que il faut être patient. Mhm. De un, parce que ça prend vraiment du temps. Donc, Ouais. mais aussi qu'il faut être patient et rester parce que c'est comme l'intérêt composé à la bourse. Plus tu restes, plus tu as un retour sur investissement année après année. Donc, si tu restes 5 ans, si tu restes 8 ans, ce que je remarque, c'est l'intérêt composé ne fait que s'améliorer Ouais. et chaque année est meilleure que la précédente. Ce Ouais. qui est possible seulement si tu restes et seulement si tu réalises au jour 1 qu'il faudra être patient puis que c'est normal que la première année soit oubliée. Mhm. Donc ça, c'est ce que je dirais, c'est que voilà comme un fleuve continu que tu peux réinventer aussi au fur et à mesure, hein. Mhm. Et la question pour la prochaine personne, ben, je pense que je vais aller avec une question très cliché quand même, dans le sens que c'est une question du genre, que dirais-tu à la version de toi à 18 ans? Écoute, Anedma, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment sur Slow is Good. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, donc sur LinkedIn, avec mon nom complet, Anne Elma Louis,
Sur Instagram, si on veut me découvrir un peu plus personnellement, parce que je ne mets pas vraiment mes trucs perso, mes vacances sur LinkedIn, mais sur Instagram, oui, donc je montre plus ma vie de tous les jours. Et à cet endroit, ce sera Louis, L-O-U-I-S, et aussi sur le site web, donc amlealegal.com. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode.